Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer cette session plénière ce matin avec plusieurs thématiques qui vont du dépistage en milieu scolaire, l'appareillage pédiatrique. On parlera également d'effets du bruit sur les open space. Et nous allons commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps, il est 9 h, avec Madame Geneviève Lina Granada, médecin ORL partie pédiatrique au CHU de Lyon, qui va donc nous parler de dépistage en milieu scolaire et prise en charge audioprothétique du jeune enfant. Nous vous écoutons. Bonjour à tous, merci d'avoir pris la peine de vous lever pour assister à cette session. Je suis médecin ORL et spécialisée en audiologie pédiatrique. Je viens d'apprendre que la personne qui devait intervenir sur le dépistage néonatal ne va pas le faire. Donc, je vais essayer d'aborder très brièvement cet aspect dans ma présentation. J'ai des liens d'intérêt, je l'avoue. Heureusement que les entreprises, à la fois de labos d'audioprothèses et les fournisseurs d'implants cochléaires, nous aident à participer à des manifestations scientifiques. Alors, là, bien entendu, depuis 2014, le dépistage néonatal de la surdité est devenu systématique, mais il y a un certain nombre de situations où la surdité va être découverte plus tard. Et avant tout, devant des doutes sur l'audition de la part de la famille ou de l'entourage, avec cette possibilité que l'enfant ne réagisse pas au bruit, ne se retourne pas vers un bruit à partir de l'âge de 6 mois ou ne cherche pas l'endroit d'où provient le bruit à l'âge de 12 mois, qui sont les repères. Et puis également, il peut s'agir d'un décalage dans l'apparition du langage. Et les étudiants qui m'ont eu en cours savent bien mon fameux 1, 2, 3. Donc le 1, ce sont les premiers mots à 1 an. Le 2, c'est l'association de 2 mots à 2 ans. Et pour qu'un enfant associe 2 mots, il faut qu'il ait plus d'une 50aine de mots à son vocabulaire en expression. Donc, entre 1 et 2 ans, il y a la phase qu'on appelle d'explosion lexicale, où l'enfant dit de plus en plus de mots, si bien qu'il va finir par les associer. Et puis, à l'âge de 3 ans, non pas 3 mots, bien sûr, mais une phrase avec sujet, verbe, complément, les articles et les pronoms « je » et « tu ». Donc, ce sont des points de repère qui vont être utilisés dans le dépistage postnatal et puis également en milieu scolaire. Et la réglementation de la santé publique prévoit un dépistage auditif à l'âge de 9 et à l'âge de 24 mois qui peuvent être faits par un petit appareil qui s'appelle le Sensory Baby Test, qui produit 2 narrobandes de 300 et 6000 Hz. Donc on se met derrière le bébé en dehors de sa vue et on regarde s'il se retourne à droite, à gauche, et puis à droite, à gauche. On peut également utiliser les boîtes de Moati, elles sont toujours à l'ordre du jour. Ce dépistage va être fait par les services de protection maternelle et infantile qui s'occupent des enfants jusqu'à la fin de la moyenne section de maternelle et qui vont assurer aussi un dépistage à partir de l'âge de 3 ans, oreilles séparées. Donc, on peut le faire en bouchant une oreille et puis en utilisant la voix chuchotée sans lecture labiale et en demandant à l'enfant de désigner des images sur les planches de ce même Sensory Baby Test. Ou on peut aussi utiliser des planches d'images avec un casque si on est équipé. Et à l'âge de la grande section de maternelle, à 5 ans, et puis ensuite à l'école primaire, ce seront les infirmières de l'éducation nationale qui feront un dépistage avec une sorte d'audiomètre tonal qui s'appelle l'audivérificateur et qui teste 4 fréquences de 20 à 60 dB, oreilles séparées. Et donc le résultat va pouvoir, dans tous les cas, être noté dans le carnet de santé. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre
surtout, comme surdité chez le jeune enfant, c'est une immense majorité de surdités de transmission. Les surdités de perception, c'est un enfant sur 1000 à la naissance et peut-être 3 sur 1000 à l'âge primaire, mais les otites séromuqueuses, c'est un enfant sur 4, donc on ne joue pas dans la même catégorie. Le repérage de ces otites séromuqueuses, c'est très contextuel, c'est en hiver, le respirateur buccal, le ronfleur qui fait des rhinopharyngites à répétition, éventuellement des otites moyennes aiguës. Le diagnostic, c'est l'otoscopie ou la tympanométrie, et c'est une pathologie qui peut rester permanente si elle n'est pas diagnostiquée, mais qui, de toute manière, peut rentrer dans l'ordre, soit spontanément, soit avec des aérateurs transtympaniques. Ce dont il faut se méfier, c'est si le doute sur l'audition persiste après la mise en place de ces aérateurs. Donc, il peut s'agir, si c'est une surdité de transmission, d'aplasie mineure, de malformations ossiculaires qui peuvent être plutôt unilatérales ou de surdité de perception ou mixte, sous-jacente, qui ont pu être dépistées en néonatal, pas forcément prises en compte par les parents. Parfois, les parents vont voir un ORL qui pense que le principal problème était l'otite séromuqueuse, et il est important de rester vigilant sur le fait que peut-être l'otite séromuqueuse cachait la forêt. Alors, l'autre problématique, ce sont les surdités qui n'auraient pas été dépistées par le dépistage néonatal. Donc, des sortes de faux négatifs avec les pertes sur les graves et les pertes légères sur les aigus, surtout quand c'est uniquement 6000 et 8000 Hz, qui ne sont pas nécessairement détectés par les PEA automatisés, puisque eux couvrent surtout la gamme de fréquences entre 2000 et 4000 Hz. Et puis, si le dépistage néonatal est assuré par les auto-émissions, eh bien, on peut passer à côté des neuropathies auditives, donc, parce que les auto-émissions sont produites par les cellules ciliées externes, alors que la pathologie qui s'appelle neuropathie, c'est la synapse ou le nerf auditif. Et dans certaines régions, restez vigilants parce que le dépistage est unilatéral. Alors, d'autres surdités qui sont des surdités évolutives, 15% environ des surdités de perception de l'enfant, dans un contexte d'infection materno-fétale à cytomégalovirus, mais qui n'a pas forcément été identifié, de dilatation de l'aqueduc du vestibule ou d'autres contextes médicaux un peu particuliers. Alors, la démarche diagnostique avant appareillage, elle doit absolument comporter à la fois des examens subjectifs, une audiométrie comportementale qui permet d'avoir des seuils en conduction aérienne et en conduction osseuse, avec cette fameuse histoire de surdité de perception masquée par une otite séromuqueuse, et des examens objectifs, des PEA, en se rappelant que c'est uniquement la zone 2000-4000, les ASSR c'est un peu mieux, mais les réponses ne sont pas toujours faciles à interpréter. Les auto-émissions ne sont pas un examen audiométrique, juste de dépistage, et de même que l'autoscopie et la tympanométrie, et puis il ne faut pas oublier la vocale. Et donc tous ces examens ont été bien détaillés par l'arrêté de 2018 qui définit la prescription d'appareils auditifs chez l'enfant. Je vais passer rapidement sur les techniques. Vous rappelez que des PEA plats, ça ne veut pas dire forcément une surdité profonde. Il peut y avoir des bons restes sur les graves et en fait c'est une surdité moyenne. Et puis se méfier également que les circonstances de réalisation des PEA sont très importante pour la fiabilité du résultat. Et un petit cas clinique rapide sur l'intérêt des examens objectifs même après l'âge de 6 ans. Un jeune de 9 ans qui est adressé par le dépistage scolaire avec un dépistage néonatal de la surdité rassurant aux 2 oreilles. Lors de la consultation, un peu étonnant, il répond très bien aux questions alors que voilà son audiogramme.
par le médecin qui l'avait adressé, puis dans le service, avec une vocale que je ne comprends pas forcément, parce que je l'ai refaite et j'ai 100% à 30 dB avec des listes pour enfants. Alors, devant ces éléments, je fais des auto-émissions, elles sont présentes et je demande des PEA normaux. Donc, j'attire vraiment votre attention en tant qu'audioprothésiste. Demandez qu'il y ait des PEA parce que la pseudo-hypoacousie psychogène ou surdité non organique, c'est une perte à l'audiométrie subjective avec des PEA normaux. C'est discordant avec la présentation clinique. Peu importe si l'enfant le fait exprès ou pas, ça n'a pas d'importance, ça entre dans la catégorie des troubles neurofonctionnels qui ont été définis à la fois par la classification internationale des maladies et par la classification des maladies mentales. Il y a un pic chez l'enfant entre 8 à 12 ans et plutôt de sexe féminin et ce sont des signes d'alerte. Il ne faut pas dire tu simules, tu te fiches de moi, arrête ton char. Non, c'est des enfants qui ont besoin d'être pris en charge, accompagnés et en particulier explorer d'éventuels troubles des apprentissages que cette pseudo-hypoacousie peut révéler. Et puis, une dernière problématique, ce sont les enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Et c'est encore plus fréquent que le chiffre que j'annonce, je l'ai appris hier. C'est un enfant sur 150 maintenant, en Amérique du Nord. Donc, ça se repère très bien dans la salle d'attente. C'est un enfant qui a peu de communication non verbale, qui ne regarde pas, qui ne fait pas les gestes sociaux, avec une instabilité psychomotrice, il court partout, il est vite considéré comme insupportable, il ne supporte pas les changements, donc arriver de la salle d'attente dans votre cabine d'audiométrie, ça va être compliqué. Mais si vous demandez aux parents, il va vous dire « Oh mais oui, je suis sûr qu'il entend ». Parce qu'en fait, dans les pays anglophones, on les appelle les Paw Patrol Kids, parce qu'ils entendent parfaitement la mélodie de la patte patrouille et ils la reconnaissent. Et donc le problème n'est pas un problème d'audition, mais un problème d'indifférence au monde sonore. Pour terminer, quelle est la prise en charge ? Donc, l'arrêté de 2018, tout comme les recommandations de l'HAS, recommande une prise en charge pluridisciplinaire autour d'un enfant sourd, donc avec bien sûr le médecin ORL, l'audioprothésiste, mais systématiquement un bilan orthophonique au minimum et prendre en compte le retentissement que la surdité va créer au niveau de la famille et au niveau des apprentissages scolaires. Donc, vous vous occupez de l'audibilité. C'est bien sûr les orthophonistes qui s'occupent du retentissement sur le langage, les psychomotriciens, les psychologues qui s'occupent du retentissement sur la sécurité affective, sur le comportement, sur le développement cognitif, et éventuellement en groupe, parce que les interactions, ça ne se travaille pas tout seul. C'est pourquoi on est bien content d'avoir des services de soins médico-sociaux qui s'appellent des SEFS, ce sont les initiales de services de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation. Ce sont l'équivalent des CESAD pour d'autres handicaps. Et puis enfin, bien prendre en compte les éventuels troubles d'équilibre, troubles vestibulaires qui peuvent s'associer à un certain nombre de surdités de perception. Et donc, pour revenir à cette histoire de CEFS, eh bien, c'est sur notification MDPH. Il est important que les parents soient accompagnés pour rédiger la partie du dossier qui leur revient. C'est pas évident du tout. On ne sait pas forcément ce qu'il faut écrire. Et puis, ce qui vous concerne un petit peu plus, bien sûr, c'est le microphone HF ou Bluetooth. On peut demander également à la MDPH une aide humaine, aide à enfants en situation de handicap, AESH, qui est le terme qui remplace maintenant les AVS, les auxiliaires de vie scolaire. On peut avoir également, grâce à une notification pour un CEFS, l'intervention d'un éducateur spécialisé ou d'un enseignant spécialisé qui vient faire du soutien 1 heure par semaine à l'école. Et en revanche, pour demander des adaptations pédagogiques, il n'est pas nécessaire d'avoir un dossier MDPH. Un simple certificat médical est
établi par un médecin ORL avec des consignes qui sont assez redondantes. Il faut se placer en face de l'enfant, ne pas faire des phrases courtes, parler à voix intelligible, attirer son attention, lui demander non pas s'il a compris, mais ce qu'il a compris, ce qui est très différent, parce que je vois pas beaucoup d'enfants sourds dire qu'ils n'ont pas compris, puisqu'ils ne savent pas qu'ils n'ont pas compris. Et donc, tout cet accompagnement pluridisciplinaire est un petit peu coordonné par l'ORL. On parle plutôt d'accompagnement maintenant plutôt que de guidance, au sens où on va rester aux côtés de la famille pour leur indiquer le chemin, éventuellement réajuster la réhabilitation auditive si on était parti sur de la conduction aérienne et puis qu'en fait c'est une surdité mixte et ou l'inverse, qu'il vaut mieux de la conduction osseuse, et bien entendu dans la démarche en vue d'une implantation cochléaire s'il s'agit d'une surdité sévère ou profonde. En conclusion, l'orientation en cas de doute, on a vu comment procéder. L'appareillage seulement après un bilan complet, subjectif et objectif pour ces fameuses pseudo-hypoacousies, avec un accompagnement pluridisciplinaire. Et puis, comme nous sommes tous confrontés à ces enfants avec des troubles du neurodéveloppement de type autistique, il y a un projet de recherche qui sera peut-être mené dans le cadre de la Société française d'audiologie. Si vous êtes intéressés, je vous invite à vous rapprocher de moi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions dans la salle et merci encore pour cette superbe présentation. Que faire lorsque des parents viennent directement chez l'audioprothésiste pour un doute au niveau de l'audition de leur enfant? Bilan audio ou ORL directement? Alors, je vais faire de la réalpolitique. Je pense que c'est ce que vous attendez de moi. Bien entendu, les rendez-vous chez les ORL, ça peut être 3 mois, 6 mois, voire plus. Par conséquent, je pense que vous êtes en mesure de faire quand même une otoscopie. Vous pouvez avoir un avis en disant c'est un enfant qui a le nez qui coule et il arrive avec la morve-au-nez. Je vais jeter un coup d'œil à ses oreilles et vous peut-être voyez avec votre médecin généraliste. Si ce n'est pas ce contexte, vous pouvez tenter un audiogramme, mais de toute manière, au bout du compte, il faudra bien qu'il y ait un ORL. Alors, je pense que si vous avez déjà vous-même un petit peu avancé les examens, c'est peut-être plus facile de forcer la main pour un rendez-vous chez un ORL. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. On va passer tout de suite la parole à François Dejean, audioprothésiste. Oui, je te fais signe 2 minutes avant. François Dejean, audioprothésiste donc à Montpellier, qui va nous parler donc pour faire suite à cette présentation sur l'appareillage auditif, évaluation, réglage et traitement des signaux. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir. Merci aussi à David Collin qui m'a lancé un challenge, parler de ces aspects-là en 15 minutes. Mais donc du coup, ça m'a obligé à être un peu concis. Donc je vais essayer d'aborder tous ces sujets. Réglage, traitement de signaux, évaluation. Je vais aller un peu rapidement sur le premier et le troisième sujet pour creuser un peu plus le second qui est probablement celui qui est le plus préoccupant quand on fait de l'appareillage pédiatrique aujourd'hui. Alors j'ai des liens d'intérêt, je travaille chez Audilab. Alors concernant le réglage, l'approche effectivement d'un appareillage pédiatrique est très différente de celui d'un appareillage d'adulte parce qu'un adulte devenu sourd doit reconnaître des choses qu'il a déjà acquises et mémorisées, alors qu'un enfant doit intégrer, il doit avoir une perception complète des différents stimuli pour pouvoir les
mais ça passe tout seul, pardon. Pour pouvoir les mémoriser, les percevoir, les mémoriser. Alors il y a un protocole qui est bien connu, qui est le protocole DSL, qui a été mis au point par l'équipe de Richard Sewall il y a déjà longtemps, qui est en 3 étapes principales. La première, c'est la détermination des seuils auditifs, comme ça a été dit. Ce sont donc soit des données, des résultats des tests électrophysiologiques, PEA, ASSR, qui sont complétés, dès qu'on le peut, après 6 mois, quand c'est possible, par des seuils auditifs comportementaux. Ces seuils comportementaux, on privilégie bien entendu les inserts, qui permettent d'avoir une liberté de mouvement de l'enfant et qui permettent d'avoir aussi des seuils plus précis, parce que, comme vous le savez, les casques, ça on le sait depuis longtemps, ne sont pas calibrés, ne sont pas pour des oreilles d'enfants, mais plutôt pour des oreilles d'adultes. L'étape numéro 2, c'est la mesure de RECD, parce qu'on va pouvoir régler une aide auditive sur un coupleur de CC sans la présence de l'enfant, à partir du moment où on aura la valeur de la différence de pression acoustique lorsqu'un signal est envoyé dans une cavité de CC, dans le coupleur étalon, et dans la cavité résiduelle du nourrisson. On comprend bien que le niveau sonore est plus élevé si la cavité résiduelle est plus petite. Donc voilà, c'est une mesure qui se fait maintenant couramment. Et donc l'étape numéro 3, c'est le réglage de l'aide auditive à la chaîne de mesure, où on va pouvoir visualiser le transfert de la parole, le signal ISTS, amplifié, et que l'on va donc transférer dans l'aire auditive résiduelle de l'enfant. Alors maintenant, quel traitement de signaux? Alors dans l'ensemble des outils qui permettent de contrôler l'amplification, j'ai souhaité m'intéresser à 2, qui sont les microphones directionnels et les réducteurs de bruit. D'abord, on sait que l'intelligibilité dans le bruit s'améliore avec les années. Lorsqu'un RSB qui est de plus en plus faible, les conditions seront plus difficiles. Et vous voyez ici, donc ça c'est l'adaptation du INT qui a été fait. Vous voyez qu'à la maternelle, on a des scores à moins 1,2 et les adultes arrivent à un même résultat avec un RSB plus compliqué, à moins 4. Donc il y a une amélioration au fil du temps. On retrouve la même chose ici sur le test Frasimat, donc où on voit que pour les plus petits, ici on est 5-6 ans, on a des scores moins bons que pour les plus grands, 9-10 et les adultes. Ces difficultés dans le bruit, bien entendu, sont impactées aussi par la surdité. Donc on sait que sur les surdités neurosensorielles, il y a un impact important sur l'intelligibilité dans le bruit. Et malheureusement, les enfants sont beaucoup dans le bruit. Ça, c'est un travail qui a été fait par une équipe du Canada, où on a regardé dans les conditions de scolaire, le temps qu'ils passent dans le calme, vous voyez, proportion de temps dans le calme, parole seule, parole dans le bruit et bruit seul. Donc vous voyez que, ça c'est la crèche, daycare, et classe élémentaire et primaire, maternelle et primaire. Vous voyez qu'ici, on a un temps passé dans le bruit de parole dans le bruit qui est très important. Et ici, on a les niveaux à droite, entre 1 et 3 ans. Vous voyez, on a en niveau équivalent, on est à peu près à 75 décibels, la médiane est à 75 décibels. Vous voyez, entre 3 et 5 ans, 6-12 ans, on a une petite baisse, et également après 12-18 ans. Mais vous voyez que les niveaux sonores rencontrés par les enfants sont extrêmement importants. Alors, le premier algorithme, c'est ce qu'on appelle les réducteurs de bruit. Alors, je voulais aborder ça parce que c'est très compliqué aujourd'hui, quand on regarde l'aide auditive d'un fabricant, de comprendre ce qui se passe. Il y a des termes qui sont souvent un peu incompréhensibles et des actions sur le signal qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Donc j'ai regardé un peu ce qui se disait dans la littérature, et notamment par l'American Academy of Audiology, qui a tiré des conclusions à partir de certains travaux
et produit des recommandations qu'on va regarder ensemble, hein. Les auditeurs devraient ressentir moins de gêne et mieux accepter les bruits de fond avec DNR, ça on le sait chez les adultes aussi. Il faut que la réduction de bruit n'ait pas d'impact négatif sur la capacité de reconnaissance vocale chez les enfants. Mais attention, parce que privilégier le confort, et ça tombe sous le sens, où l'acceptation de bruit peut avoir un impact négatif sur l'audibilité de la parole. Et une des études qui a permis d'affirmer ça, c'est celle de l'équipe de Boys Town Institute aux États-Unis, qui a testé 16 enfants. Alors, vous voyez ici deux groupes, les 5-7 ans ici, les 8-10 ans ici. On leur a demandé dans le bruit de répéter des logatomes, des mots, des phrases, et en position DNR, donc off ou on. Et vous voyez que chez les tout petits, les plus petits, 5-7 ans, eh bien, notamment pour les mots, l'algorithme anti-bruit a un effet délétère sur la reconnaissance des mots. Ici, en rose, c'est 0, donc les conditions plus difficiles, 5 plus facile, 10 encore plus facile, mais dans les trois cas, on a une dégradation de la compréhension due au DNR. Alors, l'effet DNR semble un peu plus nuancé chez les plus grands. Donc, ce qu'on conclut, c'est qu'il y a une grande variabilité. Il n'y a pas de différence significative clairement de DNR on ou off sur l'ensemble, hein, mais on voit que sur les plus jeunes, il y a un impact qui est délétère. Il n'y a pas d'études sur les enfants de moins de 5 ans aujourd'hui. Donc les conclusions, c'est que le DNR peut être bénéfique pour les enfants de plus de 10 ans. Il n'améliore pas l'intelligibilité de la parole. Il est bénéfique pour le confort, réduire l'effort d'écoute et libérer la charge cognitive. Et les consignes de l'équipe de l'Ontario, c'est s'assurer que le gain d'audibilité de la parole dans le calme n'est pas impacté par le DNR. Donc ça, on peut le vérifier sur une chaîne de mesure. Et mesurer l'efficacité du DNR, c'est-à-dire qu'on envoie un signal bruit, on est off et on vérifie l'impact du DNR sur la réduction du bruit. Ensuite, les microphones directionnels, on va faire le même raisonnement. Dans les recommandations, il n'est pas recommandé car il peut réduire l'audibilité des locuteurs hors axe et c'est un désavantage important quand l'enfant n'est pas face à la source sonore. Extrêmement important, c'est que les enfants s'appuient sur l'écoute non frontale et l'écoute passive pour apprendre le langage et percevoir les voix des locuteurs qui sont un peu partout autour d'eux. C'est-à-dire que l'enfant il doit capter, pour son apprentissage, il doit capter l'ensemble des sons qui sont autour de lui, même des voix qu'il n'a pas envie d'entendre, même des bruits qu'il n'a pas envie de percevoir, parce qu'il faut qu'il soit immergé, il faut qu'il y ait vraiment une importante absorption de signaux pour pouvoir avoir son apprentissage. Concernant la localisation, les enfants ont de mauvaises performances pour orienter la tête vers les locuteurs, c'est aussi un problème. Et la localisation auditive se développe de façon importante jusqu'à 6 ans et continue après, pendant l'adolescence. Donc les conclusions, c'est que les micro-directionnels peuvent avoir un intérêt chez les enfants de plus de 6 ans. Il faut privilégier l'automatisme, parce que ça existe, entre directionnel et omnidirectionnel, mais il faut connaître les paramètres de commutation et d'un programme à l'autre, et les conditions acoustiques dans lesquelles l'enfant va se trouver. Et ça, c'est une étude qui a été faite récemment, je crois que c'est 2022, c'est ça, sur 14 enfants, où on voit, il y a 3 paramètres qui ont été testés. C'est le programme bruit. Vous savez qu'il y a des programmes bruit qui réduisent un peu l'amplification, notamment sur les basses fréquences, donc avec une modification des paramètres d'amplification. La position omnidirectionnelle ou directionnelle et le DNR on ou DNR off. Et donc vous voyez que ça c'était le test AZ-Bio du Canada, c'est des tests de répétition de phrases dans le bruit, et sur le schéma du haut, on voit que en toutes ces positions, vous voyez, les 2 positions qui fonctionnent, ce sont les positions où le micro est directionnel lorsque la voix est émise face à l'enfant. C'est les 2 positions qui marchent, quel que soit le réglage, l'amplification calme ou bruit, et quel que soit le DNR. Pour le schéma du bas, c'est l'inverse.
que ce qu'on ait un réglage calme, réglage bruit, DNR on ou off, les deux programmes qui fonctionnent bien, c'est lorsque le micro est en omnidirectionnel, lorsque les voix sont émises derrière. En ce qui concerne la localisation, les tests de localisation qui ont été faits, eh bien entre omnidirectionnel, directionnel et real ear, c'est le real ear, donc reproduction pavillonnaire, qui donne les meilleurs résultats. Voilà, enfin une autre étude qui est intéressante sur tous ces algorithmes et qui est claire, qui va un peu nous éclairer, c'est ce qui a été présenté par Andrea Bonert au congrès WCA à Paris là, au mois de septembre dernier. On a 16 enfants à qui on a demandé de modifier eux-mêmes les paramètres de directivité et de contrôle du bruit, de réducteur de bruit, dans différents environnements. Eh bien, vous voyez que ici, voilà, ce qui est préféré, il y a donc préféré, réglage au maximum, c'est-à-dire contrôle maxi, d'accord, et autoscène, c'est-à-dire là on laisse complètement les automatismes à ces Phonak. Hein. Automatisme complet, extrême, donc tout à fond, et préféré. Et vous voyez que les réglages préférés des enfants, à nouveau si vous regardez la médiane, sont beaucoup plus intéressants. Hein. Ça c'est les tests dans le bruit, SRT en dB. Hein. Donc vous voyez qu'ici on est à moins, la médiane est à moins 3, hein, alors que sur les autres réglages on est plus élevé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, à partir d'un certain âge, on peut faire confiance aux enfants en leur mettant, leur donnant le choix, en les testant, bien sûr, on ne peut pas leur laisser une liberté totale, mais à travers certains tests, essayer d'obtenir le réglage optimal personnalisé. François, il te reste 2 minutes. OK. Voilà, alors, il existe des recommandations chez Phonak, des réglages par défaut, d'accord, avec certains algorithmes activés par tranche d'âge, vous voyez 0, 3, 4, 8, 6, 9, 12, 13, 18, hein, de certains algorithmes, des programmes automatiques ou pas. Donc ça existe, mais attention, il faut avoir un contrôle, parce que chaque enfant est différent. Hein, donc il faut avoir un contrôle, vérifier ce que l'on fait systématiquement avant d'activer de façon un peu automatique, et j'allais dire un peu anarchique, ces recommandations. Idem chez Oticon, hein, avec, vous voyez, entre 0 et 6 ans, on privilégie le microphone en mode reproduction, on fait un real ear, hein, c'est l'équivalent, et ensuite des systèmes automatiques à partir de 6 ans, et ensuite pour les plus grands, un peu la même chose, avec des réductions de bruit, vous voyez, qui sont plus ou moins importantes en fonction des années. Voilà, donc pour finir rapidement sur les évaluations, donc évaluer chez un enfant, c'est extrêmement important et c'est permanent, c'est-à-dire qu'on évalue en permanence le bénéfice prothétique de différents moyens parce que, bien entendu, l'enfant évolue. Hein, donc on contrôle les gains prothétiques en permanence de façon un peu à travers plusieurs outils hein, que vous connaissez tous. Hein, le gain prothétique tonal, les tests de détection, discrimination, les tests d'audiométrie vocale, l'audiométrie vocale dans le bruit, le data logging, les questionnaires aux parents. Alors je vais juste faire un petit mot sur l'audiométrie vocale dans le bruit et puis ce qu'on appelle l'EMA. Donc l'audiométrie vocale dans le bruit, je vous invite à consulter un travail qui a été fait par la Société française d'audiologie, qui a été piloté par Nathalie London, qui a sur tout ce qui est audiométrie vocale, hein, où vous allez retrouver notamment tous les outils qui existent aujourd'hui. Alors, concernant l'audiométrie vocale dans le bruit, il faut savoir qu'elle peut être réalisée que chez un enfant qui a un certain vocabulaire, bien entendu, et il faut qu'il soit capable d'ignorer le bruit, donc c'est plutôt à partir de 5-6 ans. Les recommandations, c'est familiariser l'enfant avec des listes d'entraînement, hein, et puis le pratiquer à partir de 4 ans. Voilà, donc vous retrouvez l'ensemble, ça c'est le tableau de toutes les listes d'audiométrie dans le bruit qui existent en France, hein, en sachant que la seule qui est normée et validée en français, c'est le Phrasimat, mais il existe tout un tas de listes. Là, vous avez le matériel vocal, le bruit, le type d'écoute, la durée, le RSB, etc. Voilà, et enfin, l'EMA, c'est quelque chose qui a été présenté aussi l'année dernière au Congrès mondial d'audiologie, par Daniel Glistas. C'est une manière aujourd'hui de récupérer des ressentis patients, qui peut être pour les adultes aussi, pour les enfants. Il faut conclure. J'ai fini. Merci. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est que c'est sur application, c'est plus sur papier. L'enfant va noter sa satisfaction dans différentes situations.
Donc en temps réel, on peut avoir donc comme ça un compte rendu de l'efficacité de l'appareillage au fil de l'eau, qui est très intéressant pour mesurer le gain prothétique, les différences entre deux types d'aides auditives, de réglage, etc. Voilà, j'ai terminé. Je remercie Katiane Guyon, ma collaboratrice, qui m'a aidé à préparer cette présentation. Et puis je vous rappelle un rendez-vous extrêmement important, le 11 et 12 septembre 2026, à Montpellier, le congrès de la SFA, organisé par Morgan Potier. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. On a bien compris que les options de traitement automatisé, ce n'est pas forcément la solution dans l'appareillage pour l'enfant. On va enchaîner tout de suite avec Guillaume Andéol, qui est médecin chercheur à l'Institut de recherche biomédicale des armées, pour nous parler de dépistage précoce en milieu professionnel. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Merci au comité d'organisation pour m'avoir proposé de vous parler donc, de dépistage auditif en milieu professionnel. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt. Et en tant que milieu professionnel, je vais vous parler donc, du milieu militaire, qui a pour caractéristique une exposition à la fois à des bruits impulsionnels, donc des bruits qui sont très courts et très intenses, comme les bruits d'armes ou les bruits d'explosion, et à la fois une exposition au bruit continu, donc typiquement les bruits d'aéronefs, et donc induits par les moteurs de ces engins. Cette double exposition n'est pas limitée au monde militaire. En usine, on peut avoir également ce type de double exposition, même si en milieu militaire, elle est particulièrement saillante. Cette exposition pose donc le problème de prévenir l'apparition de lésions auditives. Et nous verrons que les moyens actuels qui sont utilisés, donc les protections anti-bruit, les bouchons, les casques, sont limités et ils poussent à utiliser également des moyens de prévention secondaires pour un dépistage précoce et une adaptation de l'environnement ou du niveau de protection. Cette prévention secondaire a malheureusement, elle aussi, des limites, donc il faut se pencher vers des nouveaux moyens de dépistage, et j'évoquerai avec vous l'audiométrie vocale dans le bruit et l'audiométrie très haute fréquence. Donc, dans les armées, donc on a à la fois ce bruit d'armes, ce bruit impulsionnel très court, très intense, et ce bruit continu. Chacun de ces deux types de bruits vont avoir des cibles au niveau du système auditif qui sont différentes. C'est un peu caricatural, mais on pourrait dire globalement, le bruit impulsionnel va impacter surtout les cils ciliés externes, donc l'amplificateur cochléaire, et de ce fait provoquer une élévation du seuil auditif à l'audiométrie tonale. Tandis que classiquement, le bruit continu à niveau élevé mais modéré va surtout avoir un impact au niveau des synapses entre la cellule ciliée interne et le nerf auditif, et induirait donc cette synaptopathie qui peut se traduire par une difficulté à comprendre la parole dans le bruit. Donc cette combinaison de bruit, qui encore une fois n'est pas limitée au milieu militaire, pose la question de comment est-ce qu'on finit par obtenir un chiffre de dose d'exposition lorsqu'on a deux bruits de types différents. L'approche actuelle, on sait aujourd'hui qu'elle est fausse, mais malheureusement on n'a pas encore déterminé d'approche meilleure, c'est de calculer l'énergie produite par les bruits impulsionnels auxquels est exposé le sujet, calculer l'énergie produite par le bruit continu, combiner ces deux énergies, faire la somme en quelque sorte, pour arriver à un niveau d'énergie global qui ensuite va être pris en compte vers la prescription d'une protection auditive adéquate. Le problème, c'est que maintenant, les modèles animaux sont assez clairs là-dessus. Lorsqu'on combine bruit impulsionnel et bruit continu versus bruit continu seul, avec la même dose de bruit, la même énergie, on observe plus de lésions lorsqu'il y a la combinaison des deux types de bruit que lorsqu'on a uniquement du bruit continu. Donc on a cette espèce de méconnaissance du risque et comment est-ce qu'on se protège via ce risque qu'on a difficulté à quantifier. Donc la prévention primaire, c'est celle qui est apportée par les bouchons anti-bruit ou par les casques. Et donc elle est limitée d'une part parce qu'on connaît mal
enfin, on a une méconnaissance du niveau d'exposition, donc comment évaluer une bonne protection. C'est un peu une tarte à la crème, mais les bouchons anti-bruit sont classiquement très mal portés parce qu'ils sont très difficiles à mettre, les bouchons non moulés, et ils offrent ainsi une protection qui est très variable entre les individus. Donc il y a des problèmes ergonomiques que peuvent résoudre en partie les protections moulées, mais pas tous. Et même dans les protections moulées, il y a une difficulté donc, à vérifier l'atténuation apportée par la protection. On sait qu'il y a une variabilité interindividuelle morphologique en particulier, qui va induire également une variabilité en termes de protection, y compris pour les protections moulées ou les casques. Donc cette insuffisance de prévention primaire pousse à réaliser une prévention secondaire qui vise à dépister de manière précoce l'atteinte auditive chez les personnes exposées. Mais malheureusement, cette prévention secondaire est également limitée. Là, vous avez en haut, donc à droite, un audiogramme utilisé par un logiciel en cours dans les armées. Je ne sais pas si vous pouvez voir, parce que ce n'est pas hyper évident, mais vous pouvez constater que cet audiogramme commence à 0 dB, par exemple. On n'a pas de valeur négative, donc on peut imaginer que des gens qui seraient exposés à des forts niveaux de bruit, ceux qui qui auraient un seuil autour de moins 15 ou moins 10 dB, eh bien, on mettrait beaucoup plus de temps à s'apercevoir que quelque chose se passe que les individus qui ont des valeurs de seuil positifs. Donc il y a déjà de manière bêtement, au niveau des moyens de mesure, on a cette limitation. Et on sait depuis maintenant quelques années, donc j'ai mis une référence en 2017, mais les papiers Princeps sont beaucoup plus anciens, de pratiquement 20 ans, les premières études sur la synaptopathie chez l'animal, où ces modèles, donc chez le rongeur, mais également chez le primate, montrent qu'une exposition prolongée à un bruit, donc typiquement autour de 100 dB, va provoquer des lésions au niveau des connexions synaptiques entre les fibres du nerf auditif qui codent pour les sons moyens à forts et la sinusite interne, tout en épargnant relativement à la fois les sinusite externes et les connexions entre la sinusite interne et les fibres qui codent pour les sons faibles. D'où, in fine, une relative préservation des seuils audiométriques en cas de synaptopathie cochléaire. Donc on voit que le moyen qu'on utilise actuellement, en tout cas dans les armées, mais je pense également dans d'autres milieux, pour dépister précocement les personnes qui sont exposées au bruit est clairement insuffisant au regard des connaissances actuelles. Donc, je vais vous parler donc, de deux moyens, l'audiométrie vocale dans le bruit et l'audiométrie haute fréquence, dont les données proviennent de cette étude qui a été réalisée en collaboration avec plusieurs personnes présentes dans la salle, Fabrice Giraudet, Nicolas Valert et Annie Moulin. Dans cette étude, donc, on s'est penché sur l'audiométrie vocale dans le bruit qui offre l'avantage d'être anormal si le sujet est porteur de synaptopathie. Mais, comme l'a déjà dit Annie hier, la plupart des audiométries vocales actuelles, en tout cas celles qui sont normées comme le Framatrix, posent problème de la suppléance mentale. Et c'est illustré d'ailleurs par les graphiques ici à droite qui montrent la corrélation entre 3 types d'audiométrie vocale dans le bruit. Typiquement, entre les consonnes à reconnaître dans le bruit versus le Framatrix, on voit qu'on n'a pas de corrélation, donc sans doute dû à cette suppléance mentale. Une corrélation commence à apparaître entre les mots dans le bruit et le Framatrix. Et par contre, on a une corrélation intéressante entre les consonnes dans le bruit et les mots dans le bruit, mais ces corrélations restent modérées. Et donc, potentiellement, on pourrait imaginer que ces différentes audiométries vocales ne mesurent pas la même chose, donc posent la question dans leur utilisation en termes de dépistage généralisé. Et surtout dans la part des facteurs périphériques versus cognitifs. Ce qui nous intéresse, c'est évaluer plutôt la périphérie, l'état cochléaire. Donc comment est-ce qu'on pourrait s'affranchir des facteurs plus centraux? Ça pose problème. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on a une faible corrélation, voire pas de corrélation du tout, entre l'évaluation subjective des capacités de compréhension de la parole dans le bruit, qui sont quantifiées ici par la sous-échelle parole dans le bruit du SSQ, traduit et validé par Annie. On voit qu'il n'y a pas de corrélation au niveau du Framatrix, et on a des corrélations qui existent, mais qui sont relativement modérées au niveau des deux autres tests, ici les consonnes et ici les mots. Donc clairement, l'audiométrie vocale dans le bruit, en termes de dépistage, on a l'impression que c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais limité.
Moi, je voudrais plutôt insister sur l'audiométrie très haute fréquence, dont l'intérêt repose sur deux choses. Le premier, c'est sur la répartition donc, des cellules sensorielles dans la cochlée. On a la même surface cochléaire pour chaque octave au niveau de la cochlée. Donc on a autant de cellules ciliées qui sont présentes entre 1000 et 2000 Hz, alors qu'on peut voir qu'il y a une distance cochléaire qui fait un demi-tour de spire, donc qui est relativement élevé. Donc on a le même nombre de cellules ciliées que entre 7000 et 14000 finalement. Les deux représentent un octave. Donc on voit qu'on a beaucoup moins de cellules ciliées externes par fréquence, au niveau des très hautes fréquences. Donc les lésions vont être beaucoup plus visibles à ce niveau-là. Et également, il se trouve que la morphologie des cellules ciliées externes varie entre la base et la cochlée, avec, vous pouvez le voir, des cellules basales qui sont beaucoup plus petites que les cellules apicales et donc qui sont beaucoup plus sensibles aux perturbations liées à la surexposition, donc ont tendance malheureusement à être détruites beaucoup plus facilement lorsqu'elles sont surexposées au bruit, parce qu'elles ont moins quelque part de dilution du stress oxydatif possible. Dans l'étude dont j'ai commencé à présenter les résultats, en réalisant les données, on essaie de savoir si le degré d'exposition des sujets était plus ou moins corrélé aux différentes fréquences de l'audiogramme, et y compris justement donc l'audiométrie très haute fréquence, qui est représentée ici, donc Right Ear Extended High Frequency. Donc l'audiométrie très haute fréquence, là, mesurée à 2500 Hz, mesurée à droite ou à gauche, versus d'autres marqueurs audiométriques. Et on peut voir dans ce modèle que donc il classifie l'importance des variables selon leur capacité à prédire l'exposition, que clairement les très hautes fréquences sont beaucoup plus importantes que les fréquences que les autres types de fréquences. Là, on a une autre façon de représenter les résultats où on a en abscisse donc l'erreur, l'augmentation de l'erreur lorsqu'on retire la variable qu'on cherche à mesurer. Donc au plus elle est élevée, au plus la variable est importante, en fonction de la capacité de la variable à classer les individus dans des groupes homogènes. Et donc on peut voir que de nouveau, ce qui se détache de ce groupe, ce sont les très hautes fréquences, les seuils très hautes fréquences, aussi bien à gauche qu'à droite. Alors, malheureusement, il y a un cofacteur qui est important, c'est l'âge. On sait qu'on a une bonne corrélation entre l'audiométrie très haute fréquence et l'âge. Et lorsqu'on la prend en compte, bien sûr, l'âge prend une grosse partie de la variance, qu'on peut voir ici représentée, mais clairement, on conserve quand même l'intérêt de l'audiométrie très haute fréquence versus les autres variables qui sont plus éloignées dans cette représentation. Donc, en conclusion, je dirais qu'en milieu professionnel, surtout dans ces milieux qui combinent bruit impulsionnel et bruit continu, on a malheureusement une limitation de la prévention primaire, ce qui nous pousse encore plus à réaliser une prévention secondaire la plus efficace possible, mais qui malheureusement encore, lorsqu'elle est limitée à l'audiométrie tonale conventionnelle, c'est-à-dire jusqu'à 8000 Hz, peut être trompeuse lorsqu'on pense aux synaptopathies. Donc elle doit être complétée. Elle pourrait être complétée par une audiométrie vocale, mais cette dernière comporte également des limites. Je pense qu'il serait plus intéressant de la compléter par une audiométrie très haute fréquence, car la mesure peut être relativement rapide, peu dépendante des facteurs cognitifs. Elle commence à être normalisée, on commence à avoir des normes. On n'avait pas encore il y a quelques années. Il y a également le côté un peu intégratif, c'est-à-dire que les très hautes fréquences ont finalement représenté quelque part le capital cochléaire, donc aussi bien les atteintes liées au bruit, mais également l'autotoxicité ou les facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc voilà, pour moi, elle serait importante à mettre en place. Il faudrait pouvoir émettre une recommandation pour essayer de pousser un peu l'audiométrie très haute fréquence en milieu professionnel. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette très bonne présentation. Moi, j'avais une question. Les outils que
que l'INRS ont mis au point par rapport à l'éco-scan? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé, envisageable pour prévenir? Alors l'éco-scan, ça vise à identifier les situations qui pourraient, si elles sont prolongées, si elles sont répétées, identifier des difficultés, enfin des situations dangereuses. Malheureusement, l'éco-scan, pour l'avoir beaucoup pratiqué, pose des problèmes lorsqu'on a des sujets qui sont porteurs chroniques de protection auditive, typiquement des bouchons anti-bruit. L'éco-scan est plutôt utilisable dans une situation où l'individu ne porte pas de protection. Et je ne sais pas trop pourquoi. Et même en discutant avec mes collègues de l'INRS, l'explication n'est pas évidente. Il y a une espèce de sensibilisation du port chronique de bouchons qui pourrait peut-être modifier la sensibilité des réflexes auditifs. Mais j'en sais pas plus. Mais bon, là, en l'occurrence, ça ne se prête pas, malheureusement. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions particulières dans la salle, a priori, mais ça peut peut-être venir au cours du temps, donc il y aura peut-être moyen d'y répondre par la suite. On va peut-être enchaîner tout de suite. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. On va enchaîner avec la 4e présentation par professeur Étienne Parizet de l'INSA de Lyon, qui va nous parler de l'effet du bruit sur le confort dans les open space. Bonjour à tous, merci aux organisateurs pour leur aimable invitation à venir présenter une partie de mes travaux devant une audience dont j'avoue je n'ai pas l'habitude. Alors moi je fais partie de la SFA comme vous, mais c'est plutôt la Société française d'acoustique. Je travaille à l'INSA de Lyon, je fais partie du laboratoire vibration acoustique. C'est une école d'ingénieurs qui est sur le campus de la Doua, juste de l'autre côté du parc de la Tête d'Or. Donc la présentation que je vais vous faire va être un peu exotique dans le cadre de cette journée, même si vous le voyez, il y a un peu de presbyacousie dans l'histoire. Et ce travail a été fait en collaboration, on parlait de l'INRS, donc avec des collègues de l'INRS, enfin ça fait partie d'une collaboration de plus long terme avec eux, et avec une psychologue du travail, Madame Edith Galli, professeure à l'université de Nice-Côte d'Azur. Alors j'ai zappé la planche conflit d'intérêts parce que je n'en ai pas. Je me rends compte, ça marche comme ça, voilà. Et donc on travaille sur le confort dans les bureaux ouverts. Donc on dit parfois bureau paysager, même si vous voyez sur l'illustration qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de paysages dans l'affaire. C'est un mode d'organisation des locaux professionnels qui est très utilisé officiellement par augmentation de la communication entre les salariés. Je pense que c'est plutôt par gain de place que ça permet. Il y a environ un tiers du secteur tertiaire qui utilise ce genre de locaux. Ça fait beaucoup de personnes. Le niveau de bruit est faible dans ces locaux. C'est nettement en dessous des niveaux réglementaires, mais malgré tout, les gens se plaignent du bruit. Vous voyez à droite un exemple, mais il y a plein d'enquêtes comme ça où on demande aux occupants de ces locaux quelles sont les sources de gêne. Eh bien, alors c'est un peu petit, mais la première raison, c'est le bruit dans la pièce et essentiellement les conversations de bruit de fond et téléphonique. Donc c'est vraiment la parole intelligible, les conversations des autres occupants. Alors, la question, c'est nous, on travaille en laboratoire, comment peut-on faire pour évaluer cette gêne qui est réelle, puisqu'elle est décrite sur le terrain, en laboratoire? Alors là, on a des petits soucis. On a des petits soucis pour trouver des protocoles expérimentaux qui soient à la fois courts, parce qu'on aime bien quand c'est efficace, et qui permettent de mettre en évidence la gêne de la parole sur soit une fatigue, soit une baisse de performance liée à une parole intelligible. Alors, les gens aiment bien utiliser ce qu'on appelle une tâche de sériation qui consiste à demander à des personnes de retenir l'ordre de présentation de stimuli visuels, par exemple, alors qu'ils sont soumis à un bruit de parole plus ou moins intelligible. Alors, je vais voir si ça marche. Voilà. Donc, je vous explique, vous allez voir apparaître une série de 9 chiffres et vous devez retenir l'ordre de présentation
de ces 9 chiffres, alors pendant qu'il y a éventuellement une parole plus ou moins intelligible qui vous est présentée, mais vous devez ignorer cette parole et retenir la série de 9 chiffres. Et puis après une petite période de durée variable de récension, eh ben, on vous demande l'ordre de présentation de ces chiffres-là. On fait une répétition sur une dizaine de séries pour une condition de bruit particulière, et puis ça marche. Donc en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez à peu près tout décrit. C'est très efficace. Et alors ça explique qu'il y a une abondante littérature sur le sujet. J'ai trouvé environ 700 références dans Scopus sur cette chose-là. Et le problème, c'est qu'il y a, à mon avis, une variabilité interindividuelle qui est extrêmement forte. Vous voyez ici des résultats d'une des premières thèses qu'on a encadrées avec des collègues de l'INRS, une cinquantaine de personnes qui font ce travail-là dans des conditions soit de silence, soit d'intelligibilité croissante. Alors le STI, c'est comme le SI dont j'ai entendu parler hier, hein. Donc l'intelligibilité croît, et vous voyez qu'on peut distinguer 2 groupes de personnes selon les performances qu'ils obtiennent dans cette tâche-là. Il y en a finalement qui sont très bons tout le temps, une parole intelligible, ça leur fait ni chaud ni froid, et puis d'autres pour qui l'intelligibilité de la parole entraîne une réduction de la performance. Alors ce qui, à mon avis, est lié à des conflits au niveau de la mémoire de travail, hein, puisqu'on a besoin de la mémoire de travail pour retenir la liste de chiffres. Et puis, malgré tout, la mémoire de travail est mise en œuvre de façon inconsciente parce qu'il y a une parole qui se présente à l'auditeur. Alors, malgré l'énorme variabilité des résultats qu'on peut trouver dans la littérature, c'est un nuage de points pas possible, eh bien, cet indicateur d'intelligibilité STI est utilisé maintenant pour décrire la qualité acoustique des bureaux ouverts. Alors c'est un truc assez simple. On place une source omnidirectionnelle à une position d'un poste de travail, on définit des lignes le long du bureau, et puis on mesure une décroissance de cet indice d'intelligibilité ou du niveau de parole le long de la ligne du bureau, et puis voilà, selon la rapidité de la décroissance, on qualifie le poste de travail. Alors tout ça c'est bien beau, mais nous on se posait 2 questions. Donc première question, c'est la deuxième finalement, c'est la tâche que je vous ai présentée, elle est quand même pas très représentative d'un travail de bureau. Donc est-ce qu'on peut imaginer des protocoles un peu différents, plus proches d'un travail de bureau, qui mettent en évidence l'effet de la parole? Et puis deuxième question, c'est finalement dans toutes les références de la littérature, ça concerne des normaux-entendants. Et donc pour les malentendants, est-ce qu'il y a des choses un peu différentes qui se passent? Et donc on a fait 2 expériences pour s'intéresser à ces malentendants. Donc la première expérience a consisté à répéter cette tâche de sériation, en gros, avec des gens qui ont un certain profil de perte auditive, presbyacousique, non appareillé, pas très sévère. Bon, on s'est dit finalement, l'âge de la retraite semble voué à augmenter, et donc on va se retrouver de plus en plus vieux à travailler dans ce genre de bureau, donc des petits problèmes de presbyacousie qui vont apparaître, et est-ce que ça change un peu les choses? On a retenu un profil de perte que vous voyez ici à droite, et on a recruté des participants. Donc, comme je vous parlais de la variabilité interindividuelle, notre difficulté, c'est qu'on est obligé de recruter du monde. Donc, les normaux-entendants, c'est pas très difficile. On envoie un petit message aux étudiants de l'INSA de Lyon et ils viennent par paquet de 10. Donc, on a trouvé 41 normaux-entendants. Les malentendants, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, on doit une grande reconnaissance à David Collin qui a accepté de fouiller dans sa base de données, de trouver des gens qui avaient des profils de perte à peu près proches de celui-ci, de les contacter, et puis il y en a une vingtaine qui ont accepté de participer à l'expérience. Et puis, on voulait aussi voir si on pouvait utiliser un simulateur de perte auditive qui a été développé par des collègues du Centre de recherche en neurosciences de Lyon et qui nous permettent de finalement utiliser des normaux entendants comme si on avait des malentendants. Et du coup, les 41 normaux entendants ont été testés dans 2 conditions, normales et avec application du simulateur de perte auditive.
Tout ça dans 6 conditions sonores. Vous voyez, dans le silence qui sert un peu de référence, et puis 3 conditions d'intelligibilité croissante. On a fait donc cette tâche de sériation, et puis dans une deuxième expérience, on a aussi mesuré l'intelligibilité avec un test de phrase un peu ancien. Alors voilà ce qu'on trouve. Donc déjà, en termes d'intelligibilité, on voit que le simulateur de perte auditive permet une bonne estimation, mais ça, ce n'est pas une découverte, ça avait été montré plusieurs fois. Vous voyez donc ici les rapports signal à bruit qu'on a testés. La courbe du haut, c'est l'intelligibilité pour les normaux entendants, et les 2 courbes en dessous, c'est l'une pour les malentendants, et puis l'autre pour les étudiants de l'INSA, avec application du simulateur de perte auditive, ça marche pas mal. Et puis maintenant, en ce qui concerne donc la tâche de sériation, on a obtenu les résultats suivants. Donc en abscisse, vous voyez l'intelligibilité subjective des différents rapports signal à bruit qu'on a utilisés. Et puis en ordonnée, ce qu'on appelle le décrément de performance, c'est-à-dire la baisse de performance dans leur tâche de retenue de l'ordre d'apparition des chiffres, entre une condition de bruit donnée et puis la condition de silence prise comme référence. Alors, vous voyez qu'il y a des barres d'incertitude qui sont grandes, donc ça renforce ce que je vous disais sur la grande variabilité interindividuelle. Donc, la courbe noire ici, ce sont nos 20 sujets réellement malentendants, donc il y a une variabilité très forte parce qu'il y a peu de personnes. Quand on regarde l'erreur d'estimation de la moyenne, elle est plus forte. Malgré tout, il semble que la tendance soit celle d'une pente croissante, donc grosso modo, plus c'est intelligible, plus la tâche de sériation est difficile, la performance diminue, et que le comportement est le même pour les malentendants que pour les normaux entendants. Donc pas de particularité de ce côté-là. Donc la deuxième expérience, on voulait regarder aussi s'il est possible de définir des tâches un peu plus réalistes. Alors là, on a imaginé une tâche qui consiste à donner aux gens des sortes de dossiers de presse, donc des extraits de journaux avec des articles traitant d'un même sujet, et on place les gens dans une situation de devoir prendre des notes pour faire une revue de presse, un résumé de la presse du jour sur différents thèmes, dans des conditions de bruit un peu plus longues. Donc vous voyez ici 3 heures par condition sonore, ça commence à être beaucoup plus compliqué à mettre en place. On a utilisé comme lieux expérimentaux la chambre semi-anéchoïque du laboratoire. Vous voyez les matériaux absorbants sur les murs et le plafond. On a placé 4 bureaux là-dedans. Et puis une source omnidirectionnelle qui est là, ici, et qui envoie du bruit avec des conditions d'intelligibilité variées. Donc on a 4 conditions. Donc finalement, les gens sont venus pendant 4 demi-journées, mais il y avait une quarantaine de personnes, avec et sans simulateur de bruit, parce que là, on n'a pas pu recruter des vrais malentendants. Donc on s'est dit, OK, faisons confiance au simulateur de perte auditive. Simulateur de bruit, j'ai dit, c'est simulateur de perte auditive, pardon. Et dans 2 conditions d'intelligibilité, une bonne et une moins bonne. Alors évidemment, ça correspond à des rapports signal à bruit différents selon que l'on utilise ou pas le simulateur de perte auditive. À la fin de chaque séance, les gens devaient répondre à un questionnaire à choix multiples pour voir ce qu'ils avaient retenu de leur lecture des dossiers, et puis aussi des questionnaires pour évaluer leur fatigue, la charge de travail qu'ils avaient perçue et la gêne. Et on se rend compte que lorsque la parole est intelligible, eh bien, effectivement, la performance au questionnaire à choix multiples, donc ce que les gens ont pu retenir des documents qui leur a été présentés, diminue. Vous voyez ici, l'intelligibilité est bonne, l'intelligibilité est moins bonne pour des auditeurs dans les conditions de normaux entendants, et puis ici, la même chose lorsqu'on utilise le simulateur de perte auditive. Donc, avec ce protocole expérimental, on arrive à mettre en évidence, dans des conditions, à mon avis, plus réalistes, l'effet d'une parole intelligible sur la performance au travail. Et on voit aussi que, à nouveau, dans ce cas-là, la presbyacousie légère qu'on a simulée ne semble pas entraîner de comportements différents par rapport à des normaux entendants.
Voilà, donc j'arrive à la conclusion de ma présentation. Donc vraiment une parole intelligible et source de gêne. Alors ça, je me suis posé la question pendant longtemps, parce que les gens se plaignent du bruit des conversations sur le terrain. Je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas un indicateur simplement de leur gêne de ne pas avoir d'espace privatif qu'ils exprimeraient par cette parole? Eh bien, en fait, non, parce qu'en laboratoire, on retrouve quand même cet effet spécifique de l'intelligibilité de la parole sur une performance. Et dans d'autres expériences, on a aussi trouvé des effets sur une gêne perçue, sur une fatigue ressentie. Dans d'autres expériences où, pareil, les auditeurs étaient soumis à ces conditions pendant des durées assez longues, de 3 heures, voire 8 heures. Et il ne semble pas exister d'effet particulier pour les malentendants presbyacousiques non appareillés. Alors dans les perspectives, moi j'aimerais bien étudier d'autres groupes de malentendants. Je trouve qu'il y a un enjeu là-dedans et que sur ces questions-là, si vous voulez, les malentendants sont un peu laissés de côté. Et il y a une vraie difficulté qui est quand même le recrutement d'un groupe de participants d'effectifs assez larges, parce qu'à nouveau chez nous il y a de la variabilité interindividuelle, donc on est obligé d'avoir des effectifs assez larges, mais ayant quand même des caractéristiques auditives similaires. Ça, c'est une vraie difficulté que je mets sur la table. Et si vous avez des idées, merci, je suis preneur. Merci beaucoup pour... Mais non, mais je n'ai pas fini. Ah, ben j'avais vu conclusion, c'est pour ça. Merci pour votre attention. Donc, je remercie l'ANR qui a financé ces travaux, les différents collègues. Et si vous voulez plus de détails sur ces études, il y a 2 papiers qui ont été publiés. Merci. Voilà. Pardon. Je vous prie de m'excuser. Bravo. Alors, Merci beaucoup. on a une question dans la salle. Pourquoi s'être placé dans un environnement anéchoïque qui pourrait limiter les performances de démasquage binaural dans l'expérience numéro 2 ? Alors oui, là, c'est l'environnement semi-anéchoïque avait l'intérêt, si vous voulez, d'assurer une même exposition aux 4 personnes qui étaient dans la salle. Mais je suis d'accord que c'est au prix, à nouveau, d'un manque de réalisme de la situation présentée. Mais voilà, on est obligé de faire des compromis. Merci. Juste peux-tu rappeler au niveau des bruits masquants, les bruits de parole que vous avez utilisés, c'était quoi exactement ce que tu... Alors, on a pris un bruit, simplement un bruit LTAS, donc un bruit dont le spectre est celui du signal de parole standardisé. Très bien, merci beaucoup Étienne pour cette brillante présentation. On va accueillir Madame Anna Saudan maintenant, qui est responsable de la formation à Marseille, audioprothésiste. Qui va nous parler donc de spécificité de l'appareillage auditif du malentendant actif. Merci. Bonjour, merci. C'est une première pour moi aujourd'hui d'être de ce côté-là de la salle. Merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Anna Saudan et je vais vous présenter quelques cas cliniques de malentendants en activité. Alors, je suis salariée chez Audition Conseil à Marseille, salariée de Aix-Marseille Université également, et j'interviens à l'hôpital de la Conception à Marseille en tant que régleur d'implant. Alors, je vais vous parler d'appareillage précoce. Pour l'appareillage précoce, j'ai défini 2 profils de patients, précoces selon leur âge d'appareillage, mais également précoces selon leur surdité. Donc, dans le profil des patients précoces selon l'âge, on va avoir des patients qui vont avoir un frein psychologique important. Donc, c'est des patients qui visualisent l'appareillage auditif comme ça, ou même encore ça. Donc, du coup, c'est des patients qui vont systématiquement tendre à aller vers quelque chose de plus discret possible, quitte à ce que ce ne soit pas, en théorie, l'idéal au niveau de la correction auditive. Précoce selon la surdité, pour le coup, c'est des patients que j'ai mis qui sont plutôt avec une audiométrie tonale quasi normale. Donc, on va avoir un équilibre bénéfice-contrainte de l'appareillage qui va être difficile à trouver. Généralement, ce profil de patient-là passe le pas de la porte d'un laboratoire d'audioprothèse parce qu'il présente des acouphènes. Et ensuite, on constate qu'ils ont également des gênes au niveau de la compréhension. Donc, je vais vous présenter 3 cas aujourd'hui. On va commencer par Monsieur R. Monsieur R a 45 ans. Il est gêné dans la compréhension avec ses enfants, mais également dans la sphère professionnelle. Il est chef d'entreprise dans la gestion locative. Il est très souvent au téléphone, pas d'acouphènes, et son loisir principal, c'est la nage.
Monsieur R présente une perte tonale moyenne de 40 décibels environ sur les 2 oreilles. Donc on est sur des pertes tonales qui sont moyennes de type 1, légères sur l'oreille droite. Et l'audiométrie vocale témoigne bien de ce que nous a montré l'audiométrie tonale. On a 50% de compréhension sur l'oreille gauche à 35 décibels et 70% à droite à 35 décibels. Je vais vous poser une petite question avec les informations que je vous ai données jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous auriez mis comme appareil? Donc si vous avez l'application, vous pouvez répondre. Donc voilà, l'idée c'est que globalement on irait plutôt vers un appareil à écouteurs déportés. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Monsieur R, quand on le regarde de l'arrière, on voit ça. Donc clairement, je ne peux pas lui dire « vous inquiétez pas, ça ne se verra pas avec les cheveux ». Son attente principale est avant tout la discrétion. Donc Monsieur R est arrivé en disant « je veux absolument essayer des lyriques ». Donc on est parti sur un lyrique. Pour rappel, un lyrique, c'est un appareil que l'on positionne à quelques millimètres du tympan. Donc il veut le plus discret possible, mais aussi il veut le moins de contraintes possible. Donc après plusieurs semaines d'essais où on arrive enfin à positionner l'appareil sans douleur et sans résonance, on réalise un réglage, donc c'est un appareil analogique, donc les réglages sont assez simples, plus ou moins de basse fréquence et plus ou moins de volume. On met un petit peu plus de grave sur l'oreille droite parce que l'audiométrie tonale le demandait, et on observe un gain prothétique comme ceci. L'avantage des lyriques, c'est qu'on peut faire le gain prothétique directement au casque. Donc on observe un gain prothétique plutôt bon. Lorsqu'on réalise l'audiométrie vocale dans le bruit, sans appareil, on était à moins 1,2 dB. Ici, avec appareil, on est à moins 5,2 dB, donc on a moins 4 dB d'amélioration au Framatrix, sachant que le lyrique, il n'y a aucun traitement de signal. Donc c'est vraiment juste l'apport de l'appareil qui lui permet d'améliorer sa compréhension. Donc avec tous ces résultats-là, on se dit c'est parfait, monsieur va sûrement repartir avec ses appareils, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup trop de contraintes pour lui toujours. Il est parti par exemple au week-end au spa, il était obligé d'enlever les appareils, donc pas possible de les remettre tout seul. Comme je vous avais dit au départ aussi, son loisir principal est la nage, donc il fallait absolument mettre des bouchons anti-eau à chaque fois qu'il allait nager, donc c'était également une contrainte pour lui. Donc le fait que la discrétion soit recherchée avant tout, on n'a pas réussi à trouver cet équilibre entre bénéfices et contraintes, sachant qu'aujourd'hui, là, on avait vraiment essayé l'appareil le moins contraignant possible. Donc ça s'est abouti sur un échec d'appareillage. Mais ce qu'il faut retenir sur ce type de patient, c'est qu'au moins, il a franchi le pas de la porte d'un centre d'audioprothèse, et je lui ai remis un rendez-vous au bout d'1 an, juste pour voir dans quel état d'esprit il était, et si on pouvait peut-être essayer quelque chose d'autre. Ensuite, on a Madame A. Madame A, elle a 41 ans, elle se plaint de ne pas entendre les voix basses. Elle met ses appareils électroniques plus forts que son entourage. Elle travaille dans des bureaux en open space, justement. Pas d'acouphènes. Par contre, information très importante, elle a pleuré lors du premier rendez-vous de A à Z. Le premier rendez-vous a quasiment duré 2 heures. Le fait de se faire appareiller, c'était vraiment une épreuve pour elle. Et c'est justement elle qui m'avait dit « j'ai l'impression de mettre un pied dans la tombe parce que je vais avoir un appareil auditif ». Donc la discrétion, c'était la première chose à laquelle il fallait penser. Alors là, je ne vais pas vous garder en suspense. Donc on a un profil audiométrique comme tout à l'heure, sur des pertes tonales moyennes à 40 décibels environ. Et donc ici, je ne vous repose pas la question, mais cette fois-ci, effectivement, on est parti sur des intra-auriculaires directement, à pile forcément, parce qu'elle ne voulait pas que son conjoint le sache, et donc du coup, il ne fallait pas qu'il y ait quelque chose qui soit rechargeable, que du coup, ce soit visible par son conjoint. On part sur des appareils non sur mesure au départ, mais on se rend très vite compte que, si on arrive à le voir, l'anti-Larsen, le gain est écrasé par l'anti-Larsen et on n'arrive pas à passer à un dôme supérieur, donc du coup on abandonne cette idée rapidement. Et on passe du coup sur des appareils intra-auriculaires sur mesure, à pile, encore une fois, avec un évent maximal. Et là pour le coup on a un gain qui est moins limité par l'anti-Larsen et beaucoup plus confortable à porter. Donc du coup, on réalise une mesure in vivo pour vérifier ce que l'on a comme gain. Ici, sur la courbe rose, je n'arrive pas à bien montrer. Sur la courbe rose, c'est sans appareil. La courbe orange, c'est le gain à 65, la réponse en fréquence à 65 avec appareil. Donc on a un gain très léger.
On a encore eu des difficultés à mettre des aigus, mais on observe quand même un gain en tonal qui n'est pas négligeable. Et en audiométrie vocale dans le bruit, on observe 2 dB d'amélioration, pardon, je suis allée trop vite, 2 dB d'amélioration au VRB. Donc cette personne aujourd'hui porte son appareil 6 heures par jour, ce qui est assez positif. Elle le porte, alors c'est pas, on souhaiterait un petit peu plus, mais c'est déjà pas mal. Elle ne peut plus s'en passer au travail. Elle ne le porte toujours pas les week-ends. Donc du coup, si on remet le data logging sur les jours de port au travail, on est quasiment à 8-9 heures par jour, donc ce qui est plutôt pas mal. Aujourd'hui, son conjoint ne sait toujours pas qu'elle est appareillée, ça fait 1 an et demi. Elle le cache toujours, elle a toujours ce côté psychologique où elle a peur que ça se voit. Donc malgré le fait qu'on a cherché la discrétion ici, on a réussi à trouver un équilibre entre le bénéfice et la contrainte. Donc ici, ça s'est abouti sur un appareillage plutôt positif. 3e cas de patient, on a Madame C. Madame C est âgée de 71 ans, donc là on est sur des personnes plus âgées, mais toujours en activité. Elle est très peu dérangée dans les environnements bruyants, mais un petit peu. Sa gêne principale, c'est l'acouphène. Elle est traductrice de profession et elle continue à exercer. Elle travaille beaucoup au casque. Et donc son attente principale de l'appareillage, c'est d'essayer de diminuer son acouphène. Donc Madame C, elle a une audiométrie tonale moyenne qui est presque normale des 2 côtés. L'audiométrie vocale, elle reflète bien son audiométrie tonale où on est sur 90% de bonnes réponses à 35 décibels. Et là, pareil, je ne vous repose pas la question, on serait parti plutôt sur des appareils à écouteurs déportés, je pense, si tout le monde est d'accord. Et donc c'est ce qu'on fait. Pour le coup, pour les personnes acouphéniques, en général, je commence par mettre un programme seulement avec de l'amplification. Et si au bout de 1 à 2 semaines, je vois que ça ne suffit pas, on rajoute des programmes avec des générateurs de bruit. Pour le coup, ici, la simple amplification a fait complètement disparaître son acouphène. Donc on a continué là-dessus. Par contre, la progression était très très lente. Et si vous voyez 1 an post-appareillage, on a vraiment très peu progressé au niveau des réglages. Donc on n'a pas beaucoup de gains, très peu de gains, surtout un petit peu dans les fréquences aiguës. Et au niveau de la vocale, on observe une amélioration d'environ 15% sur le 35 et le 25 décibels. Et au niveau de la vocale dans le bruit, pour le coup, on n'a presque pas d'amélioration, une légère amélioration de 1 décibel entre sans appareil et avec appareil. Donc en conclusion, Madame C, donc je me suis tombée là-haut, elle porte aujourd'hui 10 heures son appareil par jour, elle ne peut plus s'en passer. Son acouphène a complètement disparu et on a réussi à trouver justement cet équilibre entre le bénéfice et la contrainte, ce qui s'est conclu sur un appareillage positif. Pourtant, au niveau de ses résultats et au niveau de sa perte au départ, on était sur une perte qui était normale, plutôt normale, au niveau de la tonale. Donc en conclusion générale de cette présentation, l'appareillage précoce, on va avoir beaucoup de freins psychologiques sur les personnes, surtout dans les catégories de personnes où on va avoir une précocité liée à l'âge. Donc ça va être des apparillages plus challengeants parce qu'on va appareiller avec des appareils auxquels on n'aurait pas pensé au départ. Mais ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que pour qu'un appareillage fonctionne, il faut que le patient le porte. Donc si le patient n'aime pas ce qu'il a en possession, il ne le mettra pas. Donc il vaut mieux être sous-corrigé et pour que le patient porte son appareil, plutôt que chercher à pousser à mettre ce qu'il faudrait en théorie. Autre chose importante que je souhaite que vous reteniez aujourd'hui, c'est que pour les personnes en activité, il ne devrait pas y avoir de frein financier. Il existe beaucoup d'organismes, MDPH, AGFIP, FIF et l'URAPEDA également, qui peuvent participer à l'achat de l'appareillage auditif. Donc parlez-en, même si c'est quelque chose qui prend du temps et qui est assez long, ça va ne faire que des patients plus contents. Voilà. Merci pour votre présentation. Merci de votre attention. Alors, on a deux questions, pardon. Madame C, appareillage non remboursé. Je pense que c'est la première patiente. C'est le premier patient. Hein? Donc effectivement, c'est le lyrique. Et donc le lyrique est... Madame R, Monsieur R, le tout premier. Plutôt, je pense que c'est ça. Le lyrique le lyrique n'est pas remboursé. Ouais. Et l'autre question, c'est quel conseil pour une prise en charge réussie dans ces cas?
Pour monsieur, donc avec le lyrique, c'est ça? Pas spécifiquement. Quel conseil pour une prise en charge? Ça, c'est une question, oui. Quel conseil pour une prise en charge réussie dans ces cas, donc dans les différents cas que vous... Je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer d'écouter le patient et de respecter ses attentes. Donc, même si au départ, il cherche la discrétion, faites-lui essayer, même si au final, par exemple, les skills qu'on les avait essayés, on s'est très vite rendu compte, même avec Madame C, on avait essayé les intras non sur mesure, et on s'était très vite rendu compte que ça allait pas. Donc faites essayer quand même les patients, si vous le pouvez, des appareils qui sont à l'intérieur de l'oreille, enfin les intras. Et ensuite, au moins, ça leur donnera un premier aspect de l'appareillage. Et peut-être que derrière, on pourra aller sur d'autres appareils. Et par exemple, Madame A, qui est toujours avec ses intras à pile, petit à petit, je pense que son état psychologique changera, enfin c'est ce que j'espère, et que du coup, potentiellement, on pourrait aller vers des appareillages qui lui seront plus adaptés. Donc écouter le patient, je pense que c'est l'appareillage le mieux réussi, ce sera répondre à l'attente du patient. Voilà. Je vous poserai juste une question au niveau du lyrique. Oui. Dans le premier cas que vous aviez, pourquoi ne pas avoir essayé un système sur mesure type IEC, qui était aussi discret? Parce qu'il ne voulait pas de contraintes. Il ne voulait vraiment pas de pile à changer, il ne voulait rien faire. Il était venu, il a passé la porte, il voulait le lyrique parce qu'il en avait entendu parler. Alors que la surdité était quand même forte. Oui. Donc je pense que même lui faire essayer, même s'il ne veut pas, entre guillemets, c'est aussi un peu le convaincre si le résultat prothétique derrière et l'efficacité au quotidien est bonne. Je veux dire, c'est pas, on ne l'oblige pas, on lui fait juste un essai gratuit, il regarde et on peut faire cette comparaison. Je pense que ça aurait été intéressant de l'essayer quand même. Je pense que c'est ce qu'on va tenter là. Du coup, justement, j'essaye de reprogrammer à chaque fois les personnes qui n'y arrivent pas, enfin qui ont des échecs, au bout d'un an pour refaire un point et pour leur reparler de tout ça. Voilà, il y a d'autres questions, mais comme on le sait, elles pourront passer dans les cahiers de l'audition et vous pourrez y répondre. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la dernière présentation de ce matin. C'est Nicolas Valers, d'accord, qui nous rejoint. Oui, alors je suis l'invité surprise, je suis désolé, c'est oui, pas tout à fait c'était pas du tout. En fait, il y a effectivement le professeur Gilbert qui devait venir, qui malheureusement n'a pas pu venir, et on m'a demandé il y a à peu près 4 minutes de prendre le relais. Donc sur une présentation que je viens de voir en 4 minutes, donc je vais on va vous applaudir pour ça. Donc voilà, donc je vous remercierai d'être très compliant et très gentil et bienveillant. Donc effectivement, moi je vais vous parler d'un parcours qui s'appelle le parcours ICOP, qui va être mis en place, enfin qui est déjà mis en place et qui va être généralisé en fait en France entière. Alors ICOP, en fait, c'est un programme qui a été initié à la base par propulsé et porté par l'OMS, qui vise en fait à prévenir en fait les si grandes fragilités qui peuvent survenir avec le grand âge au-delà de 60 ans par du dépistage systématique pour en fait intervenir plus précocement. Alors les enjeux et les contextes, donc effectivement ICOP se décline donc sur 6 modalités différentes, donc il y a l'audition, la vision, la nutrition, la cognition. Les 2 derniers, Pauline, aide-moi s'il te plaît. J'ai pas l'anti-sèche. Donc effectivement, il y a 6 modalités différentes où en fait le parcours s'organise en fait en différentes étapes. Il y a une première étape en fait qui se fait en autodépistage via une application qui a été développée qui s'appelle ICOP Monitor, où en fait les praticiens sont encouragés en fait à le proposer dans le cadre du soin courant. Ou par exemple sur l'audition, en fait, les gens vont avoir un questionnaire et effectivement un test via l'application Aura, donc l'application de la Fondation pour l'audition. Et effectivement, après, si jamais il y a des particularités qui sont notées, ils vont être éventuellement reconvoqués par les centres de référence et ainsi de suite. Alors pourquoi l'audition, effectivement, c'est important? Donc les chiffres, on les connaît tous. Donc 6 millions de personnes, effectivement, qui sont malentendantes, tout âge confondu. Un coût qui est assez élevé, c'est-à-dire qu'on est à 21 milliards d'euros du coût de non prise en charge. Une surdité où la prévalence de la surdité chez le plus de 65 ans est quand même assez conséquente. On est à 65% des sujets qui effectivement peuvent présenter une perte d'audition et où d'après effectivement des études larges cohortes, on est à au moins, je dis bien au moins parce que ça dépend des données, mais en fait on est à au moins un patient sur 2 qui présente en fait une presbyacousie simple, isolée, sans facteur de risque associé. Des besoins qui ne sont pas forcément
couvert à l'heure actuelle parce qu'on a un délai de prise en charge en fait entre le moment où effectivement le patient pourrait rentrer dans un parcours de soins et le moment où il y en a une prise en charge effective qui est de l'ordre de 3 ans. Un taux d'appareillage, bon, on fait partie des bons élèves. Depuis l'instauration du 100% santé, on est à 55% d'appareillage, qui est excellent par rapport effectivement à d'autres pays, mais qui reste que 55%. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même une possibilité d'amélioration qui est quand même assez significative. Un coût de la non-prise en charge qui est effectivement assez significatif et avec un coût et social et économique. Donc effectivement, on a une perte d'autonomie fonctionnelle, un déclin cognitif, sachant qu'en fait, on sait tous maintenant que la perte d'audition est le premier facteur, influençable et améliorable pour effectivement éviter et minimiser la survenue de troubles cognitifs, des risques de dépression et ainsi de suite, et avec une carence d'ORL en termes et de nombre, parce que la démographie ORL a diminué, et en termes de répartition inhomogène au sein du territoire, avec effectivement 2,83 ORL pour 100 000 habitants. Bon, ce qui n'est pas catastrophique par rapport à certains pays où on a un ORL pour 300 000 habitants, mais on a quand même effectivement un problème d'accès aux soins. Alors le programme ICOP en fait est déployé depuis plusieurs années avec des phases d'expérimentation successives. Donc il y a eu un premier déploiement qui au début était très localisé alors, à la région Occitanie, donc porté par le CHU de Toulouse et par le service du professeur Velas, et qui s'est petit à petit en fait instauré par des initiatives locales dans le cadre de projets pilotes encouragés par l'OMS et dans le cadre d'une expérimentation, ce qu'on appelle l'article 51. Donc en fait l'article 51 c'est quoi? C'est le ministère de la Santé qui autorise à déroger en fait au code de la santé publique dans un cadre expérimentatoire s'il y a éventuellement une plus-value en termes de santé publique. Donc là en fait le cadre expérimentatoire c'est de pouvoir effectivement faire dans le cadre du soin courant par des médecins généralistes ou par des gériatres, des dépistages systématiques de grande ampleur, une reconvocation par éventuellement des services de gériatrie et des patients qui pourraient rentrer potentiellement dans le parcours de soins et de l'appareillage sans forcément avoir une consultation préalable, on va voir, chez un médecin ORL. Voilà. 2024, donc il y a effectivement le service du professeur Velas et le CHU de Toulouse a bénéficié de ce qu'on appelle un IHU. Et en fait, en début 2025, donc c'est déjà instauré dans le cadre de la loi Bien Vieillir. En fait, l'étape 1, donc la première étape qui fait un dépistage systématique des 6 modalités, a été mise en place et peut être réalisée chez n'importe quel professionnel de santé, encouragé par n'importe quel professionnel de santé, dont les audioprothésistes font partie. Donc le dépistage, oui, pardon, j'ai mon anti-sèche qui arrive, mais un peu tard. Donc les 6 modalités, donc effectivement, il y a mobilité, psychologie, mémoire, nutrition, vision et audition. Donc en fait, effectivement, avec des autotests que les patients peuvent effectivement refaire par l'application ICOP Monitor de façon itérative. Et en fait, ils ont des rappels par l'application leur demandant de les faire, je ne sais plus, je crois qu'il me semble que c'est tous les ans. Et en fait, sur l'audition, effectivement, sur ces dépistages systématiques, l'audition est le deuxième facteur de risque qui sort le plus souvent chez cette population-là, d'après effectivement les premières données qu'on a, mais qui sont quand même déjà sur 110 000 patients. Donc c'est quand même pas négligeable, et on est à quasiment de mémoire. Alors je sors mon anti-sèche parce qu'elle me l'a renvoyé tout à l'heure par SMS. Je crois qu'on est à quasiment 50% de... Voilà, on est 46% effectivement de personnes qui présentent un déficit sur les autotests en fait à l'étape d'audition. Donc c'est quand même effectivement assez significatif. Et au début effectivement, donc l'étape 2 était prévue de passer par les voies classiques en fait de l'ORL, et il y a malheureusement un problème d'encombrement des services ORL. Donc c'est là où on s'est dit que l'étape 2, il fallait mettre en place un système un petit peu différent pour effectivement mettre un programme spécifique pour ICOP Audition sur l'étape 2. Alors, ce qui a été proposé, c'est effectivement de faire, en fait, en s'appuyant et sur de la technologie et sur une mobilisation et en fait une formation dans le cadre du soin courant et du soin primaire, un parcours spécifique qui est très orienté sur l'audition. Donc, avec le premier test, qui est un test de dépistage, donc application aura, altération auditive, questionnaire. Deuxième test où effectivement on arrive sur une évaluation approfondie, où là le but c'est en fait d'isoler les patients qui ne présentent pas de facteurs de risque, c'est-à-dire que c'est des patients qui n'ont pas d'antécédents autologiques particuliers. Donc en fait il y a un questionnaire d'anamnèse spécifique qui a été validé par la Société française d'ORL, où globalement il ne faut pas que les patients aient d'acouphènes unilatéraux, il ne faut pas qu'il y ait des vertiges associés, il ne faut pas que ci, il ne faut pas que ça. Il faut qu'ils aient une otoscopie normale.
Donc effectivement, il y a un bilan otoscopique qui est fait par des médecins gériatres et qui va être encouragé par des modèles d'IA qu'on est en train de développer pour effectivement certifier que le tympan est normal et le conduit auditif est normal. Procéder à un retrait de bouchon de cérumen, donc effectivement les personnes qui organiseront la STEP 2 seront formées par un DPC. Une audiométrie qui sera réalisée, donc effectivement avec un bilan d'audiométrie qui sera automatisé par IA pour faire une audiométrie tonale en conduction aérienne, en conduction osseuse, une vocale dans le bruit de façon systématique, de façon à s'assurer qu'on soit sur une perte neurosensorielle bilatérale symétrique. Donc pas de RIN, pas d'asymétrie, une absence de dissociation tonale vocale dans le silence et une vocale dans le bruit qui est cohérente par rapport en fait au bilan auditif global. Donc, voilà. Et une fois que tout ça est fait, là pour le coup effectivement les praticiens qui auront réalisé cette STEP 2, donc ils seront principalement des gériatres ou des médecins généralistes qui auront fait la formation spécifique qui a été agréée, donc un DPC, là pourront prescrire une aide auditive ou éventuellement, si jamais effectivement la prescription n'est pas possible, parce qu'il y a éventuellement un drapeau rouge qui s'est affiché, parce qu'il y a une suspicion par exemple sur l'autoscopie qui peut être anormale ou ainsi de suite, ça passerait là par une expertise requise en fait par le médecin gériatre envers le médecin ORL référent, qui là peut soit demander en fait une consultation en présentiel s'il veut voir le patient, soit éventuellement valider à distance le bilan s'il le souhaite. Donc voilà. Et dernier point, c'est qu'en fait, pour effectivement éviter tous ces risques de fraude et ainsi de suite, l'ordonnance ne sera disponible sur l'application dédiée qu'à partir du moment où l'audioprothésiste aura chargé effectivement son compte-rendu sur l'application et avec un système pareil d'IA qui ira contrôler les comptes-rendus au fur et à mesure. Voilà. Et dernier point, en fait, on a une étape de suivi et de pertinence d'adressage, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut contrôler a posteriori. Le patient est invité toujours à réitérer en fait les examens de par l'application ICOP Monitor. Et effectivement, tout ce qui est des suivis complexes peut être suivi de cas plus complexes et ainsi de suite, peut être réidentifié pour être éventuellement réadressé en cas de besoin, soit pour une expertise ERL, soit pour effectivement une réhabilitation autre qui peut être orthophoniste ou ainsi de suite. Donc voilà, l'audiomètre sur lequel on s'appuie, je ne vais pas le détailler parce que ce n'était pas l'objet du parcours. Effectivement, ça a un gros impact, je pense, en termes de santé publique. Ça a un impact en fait aussi en termes d'un point de vue environnemental parce que ça permet en fait sur des zones qui sont un peu déshéritées, on va dire, en termes de soins, d'avoir effectivement un parcours qui est beaucoup plus vertueux, avec une prise en soins qui va être beaucoup plus locale, beaucoup plus à proximité du patient, et en fait de favoriser effectivement un accès à la prise en charge auditive de façon beaucoup plus forte. Je n'ai pas tenu mon temps, je m'y attendais un petit peu, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation sur le parcours ICOP. Il y a une question dans la salle par rapport au rôle plutôt de l'audioprothésiste dans ce parcours plus spécifiquement. Tu peux dire 2 mots peut-être? Alors oui, en fait, l'audioprothésiste peut avoir plusieurs rôles, c'est-à-dire qu'en fait, l'audioprothésiste peut organiser en fait des step 1, des phases de dépistage, et il peut le faire et le proposer dans le cadre de son activité. Donc par exemple, Pauline Roger en fait un petit peu en Occitanie. Alors après, il y a une question qui n'est pas encore élucidée, c'est-à-dire que c'est déjà rentré dans le cadre du parcours de soins. Il y a la question de la monétisation et de la financiarisation et de la cotation de l'acte, parce qu'en fait, effectivement, il y a des discussions à l'heure actuelle pour que ça soit pris en charge et remboursé, donc en fait par un dépistage par modalité, c'est-à-dire que chaque modalité, au début, il y avait on parlait d'à peu près un coût de 10 € par modalité, donc ça ferait une 60 € si les 6 modalités sont remplies. Pour l'instant, ce n'est pas passé, étant donné le contexte actuel monétaire et politique, pour des raisons que je n'ai pas forcément besoin d'éclaircir. Et après, effectivement, l'étape 2, là, pour le coup, remonte sur les centres de référence qui sont étiquetés, et l'audioprothésiste, en fait, intervient sur la prise en charge a posteriori. Merci Nicolas, c'était très bien, au dernier moment.